Salut tout le monde, j'aurais aimé enregistrer cette émission bilan un peu plus tard, car ça aurait signifié que la Saint-Etienne jouait les barrages. Mais vous le savez, le championnat a rendu son verdict ce week-end, et les Verts vont donc retrouver la Ligue 2 un an seulement après l'avoir quittée, ce qui est une triste première dans l'histoire du club. Je vous propose de revenir sur cette saison galère avec un invité de marque, Bernard Lyons, qui suit la SS pour le journal de l'équipe. Salut Bernard, ça va? Salut à toutes, salut à tous. Salut Franck. On va détailler, on est là pour ça, ce qui n'a pas marché depuis un an, mais ma première question c'était de savoir, pour commencer, tu étais à Geoffroy Guichard samedi. Comment est-ce que tu as trouvé l'ambiance dans le stade et autour, que ce soit avant ou après match? Je trouvais que c'était un petit peu, il y avait une forme de résignation. Alors c'est un peu la faute des Verts aussi parce que on a vu un moment là quand ils sont revenus à 2-1 qu'ils ont essayé de mettre un peu de rythme et de l'allant dans cette partie. On sentait que le public de Geoffroy Guichard était prêt à s'enflammer, à porter son équipe, mais en fait ni le public n'a amené les joueurs, ni les joueurs n'ont amené le public. C'est une ambiance un petit peu bizarre qui contrastait vraiment avec l'ambiance extraordinaire qu'on avait vécue quelques semaines plus tôt lors du derby face à Lyon. À titre perso, j'ai été assez surpris de l'entame de match, qui correspondait pas à ce qu'on avait vu dernièrement, avec une équipe qui était complètement dedans. Est-ce que toi tu l'attribues à l'enjeu, à ce qu'ils étaient carbo? Comment tu l'expliques? C'est un peu, tu as raison Franck, un peu inexplicable, surtout qu'on avait vu les dernières entames des Stéphanois, hein, notamment le derby Hmm. où Pierre Ekwa, un truc extraordinaire, j'ai pas vu de la saison, et même aller faire des tacles sur Tolisso et à même récupérer des ballons, parce que bon, c'est son boulot, mais on l'a pas trop vu dans l'impact cette saison, c'est pour moi une des plus grandes déceptions des Verts. Ok. Et que après le derby et même avant le match à Strasbourg, qu'ils ont finalement perdu sur des ratés, ils avaient fait une très très bonne entame de match. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de mieux dans le jeu, dans les entames de match. Il y avait plus de liens. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Même après la défaite à Strasbourg 3-1, il y a eu quelques ratés Hmm. d'Irvine Cardona qui auraient pu changer le cours du match, notamment au tout début du match et au début de la seconde période. Hmm. Donc moi j'étais plutôt assez confiant, c'est très paradoxal, mais j'étais plutôt assez confiant et c'est vrai que je partage tout à fait cette analyse. Ils sont passés complètement à côté de l'enjeu. Bah, ça a été le symbole de toute la saison et ils n'ont jamais arrivé à emballer d'entrée ce match. Ils ont laissé Toulouse s'installer dans ce match et les estoquer deux fois dans le premier quart d'heure et après c'était devenu carrément mission impossible. Ça, c'est physique, mais c'est aussi un problème de préparation mentale. On va sans doute en parler. Mais là aussi, c'est une grande responsabilité dans cet échec de la part d'Éric Ornoland, le successeur d'Olivier Dalloglio sur le banc stéphanois. Bah, si tu veux bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une question vaste. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a manqué à l'AS Saint-Etienne pour sauver sa peau? Mais rien. Alors, il faut jamais retourner une question par une question, mais j'ai envie de vous poser la question qu'est-ce qui a fonctionné cette année à l'AS Saint-Etienne? Absolument rien. Il n'y a rien qui a marché. Ils ont fait une erreur de diagnostic, les dirigeants du board de Kilmer, qui est incroyable. Il y a une méconnaissance qui les a conduits à sous-estimer le niveau réel de la Ligue 1. Je prends deux exemples. On a eu l'impression que pour eux, le niveau de la Ligue 1 du championnat français était équivalent à celui du championnat d'Autriche dans lequel évoluait Augustine Boakier ou du championnat belge dans lequel évoluait Lucas Tassin. Ils ont oublié qu'il y avait une dimension athlétique et physique qui est très importante. Hmm. Vous avez que voir dans les interviews des joueurs étrangers qui vous disent la Ligue 1, bah ouais, c'est très dur physiquement. Il faut beaucoup courir. Si tu cours pas, tu n'as pas le ballon. Si tu n'as pas le ballon, tu perds les matchs. Et il y a une méconnaissance totale. À partir de ce moment-là, ils se sont contentés de penser, à tort, mais vraiment à tort, et ça, on n'a pas arrêté de le dire, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, qu'en Ligue 1, si tu veux t'en sortir, il ne faut pas prendre des profils. C'est-à-dire des profils avec des jeunes à développer. Je m'excuse, mais la Ligue 1 en France, c'est peut-être pas l'équivalent de l'Angleterre ou de l'Espagne ou de l'Allemagne, mais c'est pas un centre de formation. Voilà. La Ligue 1, ce n'est pas un centre de formation, c'est un championnat de très très haut niveau qui nécessite d'avoir des joueurs de Ligue 1, des joueurs confirmés de Ligue 1. C'est pas parce que tu joues en Ligue 1 que tu es un joueur de Ligue 1, il faut avoir le niveau de la Ligue 1. Et force est de constater que pratiquement aucun joueur à la Saint-Etienne, et c'est ça qui est complètement délirant, n'avait le niveau de la Ligue 1. C'est d'autant plus facile à dresser un premier constat quand ils sont montés. Ils sont montés quand même de façon miraculeuse. Vous savez, Au en bout fait, du bout, oui. ouais, mais Franck, vous faites un truc, c'est très simple. Vous prenez le 11 type de Saint-Etienne l'année dernière, vous l'élargissez à 15 joueurs, et vous posez une question toute simple. Toute simple. Qui a le niveau pour jouer en Ligue 1? Ben, ces joueurs-là,
tu les comptais sur les doigts de la main. À partir de ce moment-là, une fois que tu as fait ce constat, et c'est pas faire insulte aux joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui sont taillés pour jouer en Ligue 2, il y a des joueurs qui sont taillés pour jouer en Ligue 1, d'autres en Ligue des Champions, en équipe nationale, etc. À partir du moment où tu avais fait ce constat, qui était quand même pas très compliqué à faire, tu te disais, il y a tout à reconstruire. Donc, il fallait qu'ils prennent au moins 10, 12 joueurs. Ils en ont pris 9 l'été dernier. Sur les 9, il n'y en avait pratiquement aucun, pour moi, aucun, qui avait le niveau pour jouer en Ligue 1. Et j'en veux pour preuve que Eric Horneland, qui est aligné dans la stricte ligne dogmatique, hein, l'orthodoxie des profils data à développer, il a aligné combien de recrues sur les 11, puisqu'on rajoute les deux de cet hiver et Javier Cardona, même si, est-ce que c'est une recrue, pas une recrue, il en a aligné deux. Zuriko Davitashvili et Pierre Ekwa. Pourquoi? Parce que les autres, ils ne pouvaient pas les aligner, parce que soit ils étaient blessés, soit ils n'ont pas le niveau. Et Stassin aussi, qui sera une des rares satisfactions, on en parlera. Non, mais pour moi, Stassin, on peut en discuter tant que vous voulez, mais pour moi, quand Stassin, il n'avait pas le niveau de la Ligue 1, vous faites rigoler, tout le monde me dit, Stassin, c'est un joueur de niveau Ligue 1 qui a réussi, qui a été une bonne pioche. Je m'excuse, mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il y a 3 choses. La première, c'est pendant 6 mois, il n'a pas existé. 0 but, 0 but. La deuxième, il a eu 3 mois et demi où il était extrêmement performant. Alors, est-ce qu'il a performé ou il a su-performé? Le constat c'est qu'il a explosé en plein vol. En plein vol, il a explosé. Au plus mauvais moment, c'est-à-dire quand on avait besoin pour assurer le maintien. Et au final, un joueur qui est un super joueur, qui a tout ce que vous voulez, il n'était pas là. Il n'était pas là. Donc, les 3 derniers matchs décisifs pour le maintien, tu avais un joueur qui a explosé physiquement. Donc, tout le monde me dit, Stassin, il a fait une super saison. Mais moi, je dis non. Je dis, quand tu as un joueur dont tu ne peux pas te servir pour assurer ton maintien, qui est ton leader d'attaque, ben, que devient un rêveur quand il ne rêve plus? Je vous pose la question, que devient un buteur quand il ne joue plus? Ça ne sert à rien. Bon, ça, après, ça sera un débat, parce que on peut pas dire qu'il y a une très bonne saison quand tu descends, mais malgré tout, je pense qu'il fait partie des satisfactions. Non, mais pas d'accord. Bon. Mais non, je suis pas d'accord. Mais non, mais vous me faites rigoler. Je veux dire, vous avez un joueur qui est mis dans le formol à l'infirmerie, qui peut pas jouer, Alors après, il faut se poser la question de pourquoi il n'a pas pu jouer. Pourquoi il est exposé physiquement en plein vol et que ses muscles, notamment au disque jambier, l'ont lâché. Vous regarderez qu'à partir du mois de janvier, quand Dalloglio le gérait en mélangeant ses temps de jeu avec Ibrahim Sissoko, Horneland a décidé de le faire jouer en outrance. Regardez statistiquement, je parle en termes de minutes de jeu, le nombre de minutes qu'a avalé Stassin sur janvier, fin avril, par rapport aux autres numéros 9 du championnat de France. Vous allez voir qu'il a joué pratiquement systématiquement 90-80 minutes tout seul à la pointe de l'attaque. À un moment, il explosait en play-ball. Petit joueur, petit moteur, grand joueur, grand moteur. Pour élargir le constat au reste de l'équipe, bon, il y a eu évidemment cette faiblesse défensive. On a je ne suis pas l'impression d'accord avec ça non plus. Ok. Non, mais je ne suis pas d'accord. Mais parce que les gens, ils ont l'impression que tu es fort offensivement parce que tu as 3 joueurs qui sont bons offensivement, tu es faible défensivement parce que tu as des joueurs qui sont faibles défensivement. C'est trop simple. Franck, c'est trop simple. C'est une vision du football que je ne partage pas du tout. Alors, je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes, mais tu attaques en 11 et tu défends en 11. Ça, on est d'accord. À un moment, Franck, la défense, si elle n'est pas costaude, tu es aussi responsable de la façon dont tu la protèges. Évidemment. Or, force est de constater que les milieux de terrain ne l'ont jamais protégé. C'était le rôle notamment de Pierre Ekwa, de protéger, de faire un premier rideau défensif à la perte de balle. Dalloglio l'avait un petit peu solidifié quand il avait fait un système hybride. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais son 4-3, il s'est transformé en 5-4-1 à la perte du ballon avec Ekwa qui venait s'intercaler entre Batumisika et notre ami Nadé pour une défense à 3. Bon, là, ça fonctionnait un peu plus, c'était un peu plus solide. Mais le truc, c'est que les milieux de terrain n'ont jamais protégé cette défense. Jamais. Et à la perte du ballon, Davitashvili, il a le droit de défendre aussi. C'est pas interdit. Les attaquants ont le droit de défendre, surtout dans le football moderne. Et encore une fois, Eric Horneland, et je ne fais pas le procès d'Horneland, c'est juste un constat. À partir du moment où tu décides d'avoir un jeu de possession avec un effectif, et là j'ai élargi à l'effectif, qui n'est absolument pas capable de pratiquer ce jeu. Tout le monde a envie d'avoir le ballon, tout le monde a envie d'attaquer, tout le monde a envie de marquer les buts. C'est formidable de mettre un ADN, de mettre un super jeu et tout, etc. Mais si tu n'as pas les joueurs pour faire ça, tu mets ce qu'on appelle les sécurités défensives à la perte de balle. Ils n'en ont jamais mis, Stéphane, jamais. C'est-à-dire que tu attaquais,
Alors c'était super. Effectivement, au Parc des Princes, sur la première demi-heure, Mhm. moi je suis un habitué du Parc des Princes aussi, on a rarement vu une équipe disputer et rivaliser en termes de possession avec les Parisiens. Il s'est passé quoi derrière? Physiquement, ils ont explosé en plein vol. Vous savez, il n'y a pas, y a pas de hasard en disant, vous vous rappelez, quand ils étaient au fond du trou, à chaque fois, après la mi-temps, il y avait soit un penalty, soit un but contre son camp, soit une expulsion. Après, ça a été avant la première mi-temps, comme l'expulsion de Bernauer à Montpellier. Il y a eu le penalty qu'on s'est dit pour Bourges. Pourquoi? Parce qu'à un moment, les mecs, ils sont complètement fatigués. Sont plus lucides dans leur tête et ils commettent des erreurs parce qu'en plus, ils ne sont pas des grands joueurs d'un point de vue technique. Donc, en fait, et on l'a vu encore contre Toulouse, mais je veux dire, à la perte du ballon, la façon dont tu te fais transpercer, la façon dont les Toulousains avaient compris que sur des renversements de jeu, Oui, mais tout à le monde l'a chaque fois, compris. mais pas hors de l'onde. Mais Oui, mais c'est le excusez-moi, problème. pas hors de l'onde. Il a mis aucune sécurité défensive. Et après, tu te retrouves avec Nadé, Bernauer, Batou Misika, qui sont complètement dépassés. Ben ouais, ils sont complètement dépassés. Ce ne sont pas des joueurs, des défenseurs de très très haut niveau. Mais moi, je ne les incrimine pas Mhm. parce que je le répète, c'est une mise en place tactique, c'est un travail collectif. On défend et on attaque tous ensemble. Et là, Orneland, il l'a jamais fait. Jamais, jamais fait. Et je termine là-dessus parce que là, ça me rend fou. Moi, j'ai discuté avec les confrères stéphanois, confrères nantais. Il y a toujours cette espèce de controverse historique en Mhm. disant vous, les Stéphanois des années 70, vous étiez des gros bourrinos, physiques, athlétiques, etc. Nous, on était des apôtres du beau jeu, le jeu à la nantaise, etc. Ouais, mais sauf que la vérité, dans l'histoire, on a retenu qui? Les Verts de 76 ou les Nantais de 70? On a retenu les Verts de 76 parce qu'ils appliquaient un football réaliste, pragmatique et moderne. Exactement ce qu'a fait Antoine Camboiré. Et on peut le critiquer, et ça va lui coûter son poste. Sauf qu'Antoine Camboiré, il a fermé. Rappelez-vous le match à Geoffroy Guichard. Si Ablin n'est pas dans un mauvais soir, il t'en plante 3 sur C'est les sûr. contres. On revient toujours à la même histoire. Sur les contres, à la perte de balle, tu te fais transpercer, tu n'as aucune sécurité défensive. Finalement, on arrache un match nul miraculeux, que ça soit à l'aller 2-2, que ça soit au retour à Geoffroy Guichard, un partout. Mais au final, avec ce jeu tout fermé, à la Galtier, etc. Nantes, ils ont fini combien? Ils ont fini à 6 points de Saint-Etienne. Saint-Etienne, ils ont fini où? En Ligue 2. Ouais. Juste pour revenir à ma question, on a parlé de la faiblesse de cette équipe, de ce groupe. Euh, mais finalement, il y a d'autres équipes qui sont appuyées sur nos Satur Ligue 2. Je pense à Angers, à Auxerre, qui se sont maintenues. Pour toi, c'est uniquement une question de niveau qui fait que Saint-Etienne aujourd'hui descend? C'est des erreurs à tous les étages. C'est des erreurs à tous les étages. C'est un diagnostic. Alors, on va parler peut-être des audits, mais enfin, il faut m'expliquer. Tu achètes un club, ne me faites pas croire que tu n'as pas fait des audits pendant 6 ou 8 mois, audits sportifs, financiers, le Mhm. centre de formation, etc. etc. Bon. Là, on a passé encore une année, me semble-t-il, à faire des audits à Saint-Etienne. Il n'y a jamais aucun constat, aucune décision radicale qui a été prise. Alors, à un moment, il y a un truc, c'est de toute façon, on est là pour développer des joueurs, plutôt des prospects, des profils, qui n'étaient pas du tout adaptés à la Ligue 1. Donc, la différence entre le Havre, c'est que le Havre, ils sont partis d'entrée en se disant, on va se battre, sachant que quand tu montes, l'année qui est la plus difficile, c'est toujours la deuxième, pas la première, parce que la première, tu es sur l'euphorie Mhm. de la montée, etc., etc. Ils se sont accrochés, ils se sont battus corps et âme, les Havre et vraiment grand respect à eux de peut-être parvenir à se maintenir. Angers, ils avaient des joueurs qualitativement parlant, on peut en discuter, pas meilleurs que ceux de Saint-Etienne, mais ils étaient partis dans une dynamique de club, de sauver le club, de se maintenir en tout prix. Est-ce qu'à un moment, vous avez entendu les dirigeants stéphanois tirer la sonnette d'alarme? Est-ce que vous avez entendu les dirigeants stéphanois dire oh là là, il faut absolument qu'on recrute au mercato d'hiver parce que sinon on ne va pas y arriver? Non, on est là pour mettre un projet de jeu en place, on est là pour développer le club, reconstruire le club, et nénénia, et nénénia. Vous les avez entendus, les dirigeants? Non, et Jamais. justement, on les a pas beaucoup entendus tout court. T'en as un peu parlé au départ. Est-ce que toi, tu penses qu'Ivan Gazidis et ses deux acolytes, Usfami et Jason Rosenfeld, clairement, ont sous-estimé la Ligue 1? Et de deux, quand je pense à ton interview que tu as fait de Larry Tannenbaum, où il dit que la Ligue 2 ne changerait pas le projet, tu le sens convaincu ou c'est de la com? Alors, deux choses. Moi, je suis intimement convaincu qu'ils ont absolument pas du tout pris la mesure du championnat de France. Mm. Pas du tout. Puisqu'il faut rappeler que Ivan Gazidis vient de MLS, du championnat nord-américain, Arsenal en Angleterre, et la présidence
du Milan AC. C'est un dirigeant de très très haut niveau, Ivan Gazidis. J'étais extrêmement surpris quand j'ai annoncé que ça allait être le président de la Saint-Etienne. Je vous garantis que quand vous écrivez ça, parce que je le connaissais, Ivan Gazidis, du Milan AC, tu te dis comment le président du Milan AC peut devenir le président de la Saint-Etienne. Il fallait vraiment que je sois sûr de mes infos, totalement inconscient pour l'écrire. Donc ça, on ne remet pas en cause, moi je ne remets pas du tout en cause le niveau d'Ivan Gazidis. C'est une chance pour la Saint-Etienne d'avoir M. Gazidis, et c'est un dirigeant pardon, de très très haut niveau. Maintenant, c'est pas parce que tu es un dirigeant de très haut niveau que tu as une connaissance parfaite d'un championnat. Et c'est là où, pour moi, le mal a péché. Alors, je sais que les supporters stéphanois, ils veulent absolument la peau de Loïc Perrin, et ils veulent absolument la peau de Jean-François Soucas et de Samuel Rustem. Sauf que ce sont des exécutants. La direction, c'est le triumvirat britannique, si vous m'excusez, c'est un peu pas très juste, mais bon, pour dire étranger, de Kilmer. C'est-à-dire Ivan Gazidis, mais lui, il est là pour présider, il n'est pas là pour le sportif. Et après, il y a Eus Famy, qui est le véritable architecte du projet sportif mis en place, et Jason Rosenfeld, qui est plutôt Monsieur Data, qui est lui l'intellectuel, le statisticien et tout. Donc moi, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder. Ce qui leur a manqué, c'est une expertise de la Ligue 1. Voilà. Et celui qui avait donné la prophétie, n'oubliez jamais la prophétie d'Olivier Dalloglio, qui leur avait dit d'entrée, on n'arrivera pas à se maintenir avec cet effectif-là. Il faut des joueurs aguerris de Ligue 1. Et là où le message n'a pas été audible de la part de Dalloglio, c'est que la seule exception qu'ils ont consenti dans le recrutement qui avait été mis en place cet été, c'est Younis Abdelhamid. Et malheureusement pour les Verts, et malheureusement pour Dalloglio et pour le joueur, Younis Abdelhamid, il n'a pas été au niveau. Donc à partir de ce moment-là, Dalloglio a perdu beaucoup de sa crédibilité. Mais il était dans le vrai Dalloglio. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait prendre des Kader Ferraoui, il fallait prendre des Patrick Guillou, il fallait prendre des joueurs comme ça, peut-être pas des cadors, mais des joueurs qui pouvaient t'aider à te maintenir en Ligue 1, ce qu'on n'a pas fait. Rappelez-vous ce que faisait Christophe Galtier. Christophe Galtier, il ne te prenait pas des joueurs de top niveau de Ligue des Champions, mais il avait des Jérémy Clément, des François Clerc, des Renaud Collat, des Fabien Lemoine, toute cette ossature de joueurs aguerris à la Ligue 1, 27, 28 ans, autour desquels on a greffé plein de jeunes. Et ça a fonctionné. Je pense notamment à Fawzi Goulam. Après, plus tard, il y a eu Kurzouma. Et ça a fonctionné. Donc, ça n'était pas impossible. C'est pas contradictoire de monter une équipe de Ligue 1 pour rester en Ligue 1 et de développer des joueurs. Saint-Etienne l'a très bien fait ces dernières années. Là, non. C'était on va chercher un mec en Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai regardé Ben Holt, monsieur tout droit. Bon, il faut qu'il progresse un peu dans le ballon. Mais il a des qualités. Sauf que Ben Holt, à 20 ans, le stress de venir en Europe, de repartir systématiquement en Nouvelle-Zélande, il allait jouer aux États-Unis, au machin, il revenait 3 jours après, il alignait. Mais moi, j'étais là, je regardais, j'ai dit, mais il va exploser en plein vol, ce garçon. Il va exploser en plein vol. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et ça, ne pointez pas le service médical de l'AS Saint-Etienne, qui n'est pas au top niveau par rapport à ce qu'il fait en Angleterre. Non, c'est juste de la gestion humaine. C'est juste de la gestion humaine. Augustine Boaké, qui a les qualités aussi, il faut se poser la question, est-ce que c'est un joueur qui est capable d'être titulaire tous les samedis soirs dans un club comme l'AS Saint-Etienne, d'un point de vue psychologique et mental? Quand tu vois que la veille des matchs à Geoffroy Guichard, pendant 2-3 fois, il ne s'est pas senti bien aux entraînements, il avait des pointes, une gêne musculaire, etc., alors qu'en fait, il n'était pas blessé, mais il y avait une gestion émotionnelle à gérer. Ça, tu l'as pas sur les datas. Et ça, je suis désolé, c'est pas le staff médical de la Saint-Etienne. Ça, c'est les gens qui l'ont recruté. Mais justement, on se rend compte assez vite. Tu prends des raclés à Brest, à Nice, à Rennes, il y a le match de Coupe de France contre Marseille. Donc tu vois qu'il y a un écart que c'est très compliqué. Et tout le monde se dit, bon, le mercato de janvier arrive, tu es détenu par un Canadien fortuné, le niveau du bas de tableau est assez faible. 2, 3, peut-être 4 joueurs et ça va passer. Finalement, tu n'as que Maxime Bernauer et Irvine Cardona qui arrivent. C'est un recrutement par défaut où ils étaient vraiment convaincus, les dirigeants, que voilà, Eric Orneland, le seul Orneland allait suffire à transformer ce groupe-là en équipe de Ligue 1. Alors, un constat, et après mon sentiment. Le constat, et je me l'étais fait tout de suite après ce match-là, je n'étais pas le seul, et j'espérais vraiment me tromper. Mais on a expliqué qu'ils étaient dans le vrai, les avocats, les machins, les statisticiens, les trucs. On va vous montrer, moi ça fait 30 ans que je suis dans le foot, ça fait 30 ans que je vois des mecs qui arrivent en t'expliquant, je vais te montrer ce que c'est le football moderne, etc. etc. Pour eux, c'était Dalloglio le responsable.
Tout ce qu'ils avaient fait était génial, était extraordinaire. Donc, l'erreur, c'est Dalloglio. Il dégage Dalloglio, et ce premier match, en trompe-l'œil de l'air Orneland contre Reims, je rappelle que c'était une équipe qui était complètement désarticulée, qui commençait à être démontée avec Agadou, Oui. qui avait été vendu. J'ai oublié son nom, mais le métier Matsei, ou je ne sais plus, allait être vendu, etc. etc. T'es mené, tu gagnes 3-1, Boaki, etc. Et à Et tout le 2-1, monde t'es sait. pas loin de te faire reprendre, hein. Oui, mais tout le monde se dit, c'est bien ce qu'on vous avait dit. C'est cette grosse busasse de Dalloglio qui ne sait pas faire jouer les joueurs extraordinaires, parce que tout le monde est con, à part à Saint-Etienne, à part les dirigeants de Saint-Etienne, parce qu'effectivement, Benold, Boaki, machin, Stassin, personne n'était capable de voir. C'était des grands joueurs. Il n'y a qu'à Saint-Etienne qui était capable de le voir. Sauf qu'à l'arrivée, moi, je me suis dit, après ce match-là, je dis, aïe, 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 aïe. Tous les joueurs qui devaient prendre, qui vont arriver, ils ne vont pas arriver. Parce qu'ils vont dire, ben voilà, c'est bien ce qu'on vous a expliqué. C'est la faute de Dalloglio. Mm. Et Orneland, en un match, il a tout changé, tout révolutionné. Ça m'inquiétait. Et après, un sentiment, c'est que quand ils ont monté leur business plan au mois de mars-avril, il y avait, et d'ailleurs, M. Tamemoum le dit, a pratiquement aucune chance que Saint-Etienne monte en Ligue 1. C'est vrai. Ils se retrouvent au 3 juin, 2 juin, Saint-Etienne monte de façon miraculeuse au barrage. Merci encore Pierre Desrossi d'avoir annoncé ton départ du FC Metz. Ça a complètement foutu en l'air le club, ça l'a mis par terre. Donc il faut mettre une statue à Pierre Desrossi devant Geoffroy Guichard. Et tu montes, l'histoire elle est belle, Léo Petro, Wadji, etc. Bon. Mais derrière, ils ont mis un business plan en place. Et ils ont dit, voilà, pour monter, on va acheter le club temps. Il y a le déficit d'exploitation. On va mettre 23 millions dans les transferts. Ça va être historique. Et ça suffit. Force est de constater que ça ne suffisait pas. Ils se sont trompés. Donc, ça, c'est un sentiment. J'ai l'impression, parce qu'il ne faut pas opposer le triumvirat français avec le triumvirat étranger. En fait, c'est trois strates, la Saint-Etienne. Il y a les Français, il y a le triumvirat britannique, et après, il y a les Canadiens avec Tamenbaum et ses conseillers. Et moi, je pense qu'ils n'ont pas eu le courage ou l'honnêteté d'aller voir M. Tamenbaum et de lui dire, voilà, en fait, dans le business plan qu'on a monté, il manque 5-10 millions d'euros sur l'effectif qui n'est pas totalement prêt. Il faut rajouter. Ils l'ont pas fait. Alors, il faudrait leur poser la question de savoir pourquoi ils l'ont pas fait. Moi, j'en avais parlé avec ce famille. Il m'a dit parce qu'ils étaient convaincus de leur projet. Mais quelque part, Franck, vous allez voir votre boss. Vous lui dites, voilà, pour faire ma saison, pour faire mon mission, il me faut tant. Et puis, 6 mois après, vous allez voir, il dit, ah non, finalement, je me suis trompé. Vous m'aidez, mais il me faut encore plus. Ils ont eu peur de se retrouver pris en flagrant délit d'échec ou d'incompétence. Et donc, ils n'ont rien dit. Ah, Et alors, Tamembo, quand je l'ai rencontré, et c'est là, tu fais bien de le rappeler, il a dit, mais moi, il suffisait de me demander plus, et je donnais plus. C'est pour ça que pour moi, ça fait quand même, je suis dans le football professionnel depuis 1993, c'est pour moi la descente la plus stupide et la plus évitable que j'ai connue. et justement, sur janvier, bah, un peu comme toi, j'ai eu quelques infos à gauche, à droite. J'ai eu notamment deux sons de cloche différents pour expliquer ce non-mercato, ce petit mercato. Certaines personnes m'ont dit qu'il y avait eu des dossiers travaillés, mais que Saint-Étienne s'était fait doubler, soit par une question de moyens, soit par une question voilà, de fonctionnement. Et il y en a d'autres qui m'ont expliqué que bah, le club, en fait, n'avait pas voulu engager, comment je vais dire, des tauliers, voilà, qui auraient pu t'aider à te maintenir sur 6 mois, mais qui n'allaient pas forcément s'inscrire dans le projet à long terme. Toi, tu l'analyses comment ce mois de janvier? Est-ce que c'est des infos que tu as eues également, ou au contraire, tu avais Non, d'autres mais les deux, explications? ça rejoint ce que je disais, c'est que, premièrement, ils sont partis dans leur idée de prospect, et ils disaient, on n'allait pas changer le projet en cours de route. Bah si, ah, si. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu vois que ça ne marche pas, moi, je suis quelqu'un de cartésien, de pragmatique. J'ai des idées, j'ai des convictions, etc. Mais il faut être pragmatique, basique dans la vie. Et eux, ils ont été dogmatiques. Ils sont restés sur on a raison, on va développer des joueurs, ce sont des prospects, etc. etc. Et effectivement, prendre des joueurs comme Irvine Cardona, je vous rappelle qu'ils avaient mis dehors à couper dans le cul l'été dernier, ils l'ont fait revenir cet hiver. Donc, ils se sont un peu déjugés. Et ils ont dit, on ne va pas changer de politique sportive en cours de route. Ça, intellectuellement, je peux l'entendre. Je peux entendre que tu dis, on monte un projet avec on va mettre une ADN de jeu, et Orneland, s'il arrive à faire ce qu'il veut faire, il va faire lever Geoffroy Guichard, ça va être formidable. Sauf que en l'état, tu l'as pas. Tu n'as pas les joueurs, tu n'as pas l'effectif. Et en plus,
Tu n'as non seulement pas les joueurs pour mettre ton projet de jeu en place, mais tu n'as pas les joueurs pour te maintenir. Donc, à un moment, l'urgence, c'est quoi? C'est de te maintenir. Donc, je suis désolé. Oui, oui, ils auraient dû reprendre des joueurs de Ligue 1. Oui, ils auraient dû se dire, c'est pas grave, si ça rentre pas dans l'ADN de l'équipe, le plus important, c'est de sauver le club. C'est de sauver le club. On a une chance incroyable d'être remonté en Ligue 1. On a acheté un club de Ligue 2 qui se retrouve aujourd'hui en Ligue 1. Il fallait absolument, absolument le faire. Ils ont refusé de le faire. Et c'est là où je leur en veux. C'est pour moi de l'incompréhension. Il y a un peu de colère aussi. Et je trouve que c'est une descente qui est d'une stupidité incroyable. L'année où la Ligue 1 était d'une faiblesse Oui, abyssale. ça on est d'accord. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment tu peux ne pas être descendu? Je vais vous donner juste un exemple. Regardez ce qu'a fait Strasbourg. Parce que Strasbourg, Bucco, c'est un peu les concurrents de Saint-Etienne. Nous, on a mis à Saint-Etienne décidé de mettre 23 millions d'euros, dont 16 quand même sur deux joueurs, David Tachvili Mhm. et Lucas Tassin, ce qui retourne sur investissement est très cher, pour cet été. Strasbourg, ils en ont mis 57. Alors, on va dire 2 fois et demi, 3 fois plus. Ils ont fait quoi, Strasbourg? Alors, ils ont dévissé à la dernière seconde, ça c'est la magie du football, mais à une minute près, à un penalty près, ils étaient en Ligue Europa. Ils étaient en Ligue Europa. C'est vrai. Donc, à un moment, moi, c'est là où je ne comprends pas la stratégie de Kilmer. Moi, j'arrive, je reprends un club pour pas cher, parce qu'ils l'ont acheté pour 3 francs 6 sous. Tu mets un investissement massif d'entrée dans une Ligue 1 qui est d'une faiblesse abyssale. Tu peux jouer le premier tiers du championnat. Donc, comme ça te crédibilise ton projet d'entrée. Ça te permet de faire venir des sponsors, le public, etc. Tu crées un engouement, tu crées quelque chose. Et au final, Franck, ça te coûte beaucoup moins cher parce que comme ils sont inscrits dans la durée, là, ils vont faire quoi? Il va falloir qu'ils payent pour faire sortir des joueurs. Il va falloir qu'ils payent pour racheter des joueurs. Il va falloir qu'ils payent pour remonter en Ligue 1. Il y a le déficit d'exploitation en Ligue 2, etc., etc., etc. Ça me rappelle Colonie Capital, il y a une quinzaine d'années au Paris Saint-Germain. Quand ils étaient arrivés, ils ont dit non, on va pas faire n'importe quoi, on va mettre un peu d'argent. Ah ben ça marche pas. On va remettre un peu d'argent. L'année d'après, ça marche pas. On va remettre un peu d'argent. On va remettre un peu d'argent. Et au final, ils n'ont rien gagné. Ils ont vendu le club 3 francs 6 sous. Et ce qu'ils ont investi, ça leur a coûté beaucoup plus cher. Donc il y a même une logique économique que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure par rapport à ton interview avec Larry Tannenbaum, de savoir si tu l'avais senti convaincu et sincère quand il te disait que la Ligue 2 changerait rien, ou voilà, si c'était de la com pour commencer un peu à, à préparer tout le monde à ce qui allait arriver. Non, mais lui ce qu'il veut, c'est ce qu'il a dit. En fait, Tamenbaum, de ce que je connais dans sa psychologie, là, il y a des choses, monsieur Tamenbaum. C'est quelqu'un de fidèle. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui démonte les entreprises, c'est pas un Bernard Tapie qui venait, Ok. c'est pas ça du tout. Lui, il monte un projet et il veut le développer et il veut réussir. Mais quand tu t'appelles Tamemboum et que tu gères des entreprises gigantesques, tu vas pas te regarder l'issue gauche ou droit de Lucas Tassin. Ça marche pas comme ça. Tu fais un investissement, tu définis une stratégie, tu délègues à des gens, donc d'où la constitution de la holding, création de la holding Kilmer avec les trois personnes à l'exécutif, et tu délègues, tu regardes, tu observes, mais tu t'occupes pas de la gestion quotidienne. Et là, je pense qu'il est absolument pas satisfait, parce que la finalité de ça, de ces gens-là, c'est gagner. C'est gagner. C'est pas de faire du training. Vous pensez très bien que Monsieur Tamemboum, si à la fin on a vendu David Ashvili 8 millions d'euros après l'avoir acheté une année d'avant, 6 millions d'euros, donc on a fait une plus-value Mhm. de 2 millions d'euros, alors qu'il pèse 2,4 milliards de dollars de fortune personnelle. MLSE, c'est notre société, elle est valorisée à 8 milliards de dollars. Il a 8 franchises nord-américaines de tous les sports majeurs aux États-Unis. Ça vaut au bas mot entre 500 et 600 millions de dollars. Vous pensez que faire une plus-value de 2 millions d'euros sur Stassin, c'est quelque chose qu'il recherche absolument? Pas du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Et là, non seulement il n'a pas gagné cette année, mais il a perdu. Donc, mon petit doigt me dit qu'il n'est pas content du tout. Pas content du tout. Et que lui aussi, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Alors, s'il se fait pigeonner une fois, parce que ça y ressemble un peu quand même, ça ne sera pas deux fois. Mhm. Ces businessmen-là, ça ne marche pas comme ça. La direction, j'avais prévu d'y venir. Je voudrais juste, pour refermer l'aspect sportif,
parler du changement de coach avec l'arrivée d'Eric Orneland qui va donc rester a priori en Ligue 2. Certain. Et j'écoutais récemment une émission du Club des 5, je ne sais pas si tu connais, sur YouTube. Il recevait Jocelyn Gourvenec et il disait que l'un des vrais indicateurs du travail d'un coach, c'était de voir si les joueurs progressaient. Est-ce que toi, tu en as vu cette saison, ou en tout cas sur la deuxième partie de saison à Saint-Étienne, qui ont progressé? Bah moi j'en ai vu un, comme tout le monde, Léo Petro, parce que qui est un joueur de Ligue 2, et c'est pas du tout péjoratif de dire ça, et Olivier Dalloglio est arrivé à en faire un joueur capable de jouer en Ligue 1. Alors avec ses qualités, avec ses défauts. Donc lui, oui, je l'ai vu progresser. J'ai vu un Benjamin Bouchoirie, qui était quand même en tribune, descendre des tribunes, arriver à revenir sur le terrain et à comprendre ce que c'était l'exigence d'un joueur de Ligue 1, d'un joueur professionnel, notamment sans ballon. C'est-à-dire de défendre et de se battre pour le récupérer, etc. Oui, j'en ai vu quelqu'un progresser. J'ai vu une expression collective, ce que je disais tout à l'heure en préliminaire, où je trouvais que l'équipe jouait mieux, il y avait des séquences de jeu, de tenue de balle, de jeu collectif. Mais ça tient beaucoup, pour moi, à l'arrivée de Cardona, qui a enlevé le côté isolationniste de Stassin, parce qu'ils ont un peu plus combiné. Mmh. Après, est-ce que j'ai vu des progrès individuels? Est-ce que j'ai vu Nadé, Batou Binsinka, Ekwa, Larsonneur, David Ashfili, Wadji et tous les autres progresser? Non. Je sais pas ce que toi tu en penses. Je sais pas si toi tu les as vus progresser. Disons que le contenu des matchs a été un peu plus intéressant, mais il y a quand même des grosses failles, et c'est un des reproches qui est fait à cet entraîneur, c'est que, quitte à mourir avec ses idées, jamais il changera, enfin on a l'impression que jamais il changera, et surtout qu'il s'adapte ni à ses joueurs, ni à l'adversaire qu'il a en face. On parlait tout à l'heure des renversements de jeu, où il y a eu des matchs, bon ça s'est vu dernièrement, mais où son équipe s'est fait transpercer par des diagonales. Et enfin, à ce niveau-là, normalement, tu le vois, tu rectifies sur les matchs suivants. Ah mais c'est impossible ça. Je veux dire, à un moment au foot, tu joues pas tout seul. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu joues pas tout seul, tu joues avec les caractéristiques de l'adversaire. Et puis à un moment, quand tu mets un système de jeu en place et que tu vois qu'il a des grosses failles, parce que aujourd'hui tout est étudié à la vidéo, tout est Voilà. les points forts, les points faibles, etc. etc. Toi, tu connais tes points faibles, parce que je disais tout à l'heure, tu les corriges. Tu mets des sécurités défensives. Ce qu'a fait Dalloglio, puisque lui, il avait à l'époque un effectif encore plus faible, puisqu'il n'y avait pas Bernauer et il n'y avait pas Cardona. Il a essayé de le faire. Alors, avec des limites que tiens, mais par exemple, je me souviens du derby au match aller à Lyon. Ils avaient fait un bon match, ils avaient fait ce qu'ils avaient pu, parce qu'encore une fois, on parle de constat. Pour moi, c'est l'équipe de la Saint-Etienne la plus faible que j'ai vue ces 2 dernières décennies en Ligue 1. J'ai pas souvenir d'avoir une équipe au plus faible. Parce que quand ils sont descendus, les Verts, il y a 3 ans, tu avais quand même du joueur du niveau de Riyad Boudebouz, de Wabi Kazri, tu avais des joueurs de Youssouf, Denis Bouanga. des Bouanga, tu avais quand même des joueurs. Là tu n'avais rien, quoi. Bon. Il l'a pas fait, quoi. Orneland, il l'a pas fait. Donc, à un moment, et son jeu, il était prévisible. Son 4-3-3, il était prévisible. À un moment aussi, on parlait tout à l'heure du coup de barre physique, mais petit joueur, petit moteur, et tu as fait jouer tout le temps les 11 mêmes. C'est les seules fois où tu été obligé de faire du coaching passif, parce que j'ai jamais vu de coaching proactif. Le coaching passif, c'était les blessures. Hmm. Il a sorti Stassin parce qu'il était blessé. Mais il n'était pas obligé de mettre Ibrahim Sissoko en tribune face à Toulouse. Ça, c'est un truc que je ne Ça, on comprends est pas. d'accord. Voilà. Il a relancé Wadji parce qu'il n'avait pas le choix. Il a relancé Bouchouari parce qu'il n'avait pas le choix. Parce que Moefek s'est blessé, est sorti à la 23e contre Toulouse. En fait, il a fait jouer tout le temps les mêmes. Et c'était une espèce de, de l'immobilisme actif. C'est-à-dire, on ne change rien dans les principes de jeu, dans l'équipe, dans l'11 de départ, et on essaie d'être actif. Ben, c'est un échec. C'est un échec total. Sans aller jusqu'à parler d'erreur de casting, une des questions qui avait accompagné sa nomination, c'était de se dire que c'était peut-être pas le bon moment de mettre un coach qui voulait construire avec une culture totalement différente, qui connaissait pas la Ligue 1 alors que tu étais en grosse difficulté. Ça me fait penser un peu à ce qu'avait fait le PSG à l'époque de Carlo Ancelotti, qui vire Antoine Kombouaré qui est en tête du championnat parce qu'il y a l'opportunité de faire cet entraîneur hyper renommé. Est-ce que toi, tu l'as vu un peu comme ça, où voilà, les planètes s'alignaient, Orneland pouvait se libérer,
Sans doute qu'ils l'avaient déjà dans le radar et ils se disent, bah, allez, foutu pour foutu, on y va maintenant. Non, non, moi, pour moi, c'est une erreur pas d'homme, de timing. Parce que la vérité, ils arrivent, ils veulent pas de Dalloglio, ils en veulent plus. Mais c'est l'homme de la remontée providentielle, c'est un bon mec, c'est un bon entraîneur, qui apprécie les supporters. Donc ils arrivent, ils vont pas au bout de leur logique. C'est ça que je leur reproche. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas viré. Ils ont dû dire à Dalloglio, bonjour, merci, on vous aime beaucoup, au revoir. On veut pas travailler avec vous parce que nous, c'est les datas, les machins, les trucs et tout. Et il y avait aussi une clause dans son contrat, c'est un an plus. Mhm. Comme beaucoup de joueurs à Saint-Etienne. Et donc, quand tu veux plus des Montconduit, des Briançon, des Fombas, etc., tu fais un chèque, ils s'en vont. Tu l'as pas fait. Tu es à chaque fois resté dans l'entre-deux et dans l'entre-soi stéphanois. C'est ça aussi que je leur reproche. Mais est-ce que Ça c'est va pas, changer. est-ce que justement ils ont peut-être pas été conseillés par quelqu'un, je sais pas, je dis n'importe quoi, comme Loïc Perrin, qui a pu leur dire, bah il y a 20 ans, Bernard Cayazo a viré Frédéric Antonetti et il s'est mis le public tout de suite à dos. Possible. Mais possible. Mais de toute façon, c'était je pense, une vraie réflexion de leur part. Moi, j'en avais parlé avec M. Gazidis, qui m'avait dit, il a réussi. Et souvenez-vous d'où revenaient les Verts. Effectivement, Dalloglio a réussi de façon remarquable. Donc, il mérite qu'on lui donne sa chance. Ça se tient. Oui, 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 Ça marche pas. il l'a Mais mérité. non, mais Ouais. ça marche pas. Ça marche pas parce que pas plus que ça a marché avec Michel Derzakarian à Montpellier. C'était un truc qui ne fonctionnait plus avec les joueurs. On a dit on va pas le virer l'été dernier parce que ça va nous coûter de l'argent, etc. Mais s'il fallait le faire, il fallait le faire parce que tu repartais sur notre projet en début de saison. Et Olivier Dalloglio, tu nous as fait monter, tu as ton contrat de 6 ans, de 6 mois, derrière tu as une année. On négocie, on se met d'accord, et on part sur le projet qu'on veut. Et moi, quand j'en discutais avec Dalloglio, on est à peu près la même génération, je l'ai vu jouer, tout le monde oublie que c'était un joueur, mais il y avait d'un côté Patrick Guillou, à Rennes, de l'autre côté, il y avait Olivier Dalloglio. Je lui dis, de toute façon, t'es mort. Je lui dis, mets-toi bien dans la tête. À mon avis, je lui dis, à mon avis, si tout se passe bien pour toi, tu vas tenir jusqu'à Noël, mais pas plus. Et à Noël, ils vont te dégager. Et c'était presque une private joke qu'on avait avec Dalloglio. Et je me suis trompé, il n'a pas été viré après Noël, il a été viré 10 Juste jours avant. après. Ah, donc ouais, je suis vraiment mauvais. Ce que je dis, je m'excuse. Mais parce que c'était programmé qu'ils prennent quelqu'un d'autre. Qui partent dans leur truc de data, de machin, de trucs et tout. Dans ces cas-là, fais-le d'entrée. Voilà. Et je fais une parenthèse de projection sur la saison prochaine. Il va falloir m'expliquer un truc. On est en train, vous savez, de collecter des dates de reprise Oui, des entraînements. 19 juin. Fin juin, début juillet. Sauf à Saint-Étienne. Sauf à Saint-Étienne. On va reprendre le 19 juin. Ouais. Premier match de Parce championnat le qu'on va 8 août. travailler. On va mettre nos principes en jeu. Alors, juste un truc, il faudrait expliquer à M. Ordeland que les joueurs qui va récupérer le 19 juin, il y a à peu près les 2 tiers qui ne seront pas là au 4 ou 5 août, au début du championnat. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire une préparation physique de 7 ou 8 semaines qui va ne servir absolument à rien, si ce n'est à l'occuper, parce que visiblement, ce monsieur, quand il ne s'entraîne pas, il s'emmerde. Tu vas faire revenir des David Tachvili, des Stassin, des machins, des trucs qui ne seront plus là. Ils sont plus là. Tu vas être obligé de recruter des joueurs qui vont pas arriver le 20 juin. Hein. Ça veut dire pas arriver à les faire venir l'année dernière. Faut pas croire qu'ils vont arriver à les faire venir De toute rapidement. façon, le marché, je crois qu'il ouvre le 16. Donc, Mais officiellement, en non, tout cas, tu peux rien annoncer non, avant. mais c'est un truc, Même si tu mais peux te c'est mettre d'accord. mais c'est un truc de dingue. Je veux dire, mais les mecs, ils vont attaquer le championnat. Ils vont être bouillis, rôtis. Ils vont en avoir plein le dos. D'avoir joué 5, 6, 7 matchs de préparation. Tout ça, on l'a vu. Moi, j'étais à Chambon-sur-Lignon avec Dalloglio cet été. Et je lui disais, mais et après, il partait jouer en Allemagne. J'ai dit, mais en fait, j'étais là, j'ai dit, mais ça sert à quoi ta préparation? Il me dit, pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, mais parce que là, l'équipe que j'ai vu jouer, au coup d'envoi du championnat, je te fais le pari que les 2 tiers, c'est passé là. Eh ben, il me dit, ouais, je sais. Il me dit, mais je suis bien obligé. Hmm. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, Orneland, il va nous faire 8 semaines de préparation physique. 8 semaines avec des mecs qui ne seront plus là. Avec des mecs du centre de formation que tu n'utiliseras pas. Je ne comprends pas. Eh ben, justement, alors je pensais finir là-dessus, mais je vais y venir tout de suite. En C'est bien 2022, salopé ton émission. Hein. On est parti c'est dans fait tous les pour. sens. Non, mais en 2022, quand tu descends
Clairement, ça avait été reconnu par les dirigeants. Le scénario Ligue 2 n'avait pas été anticipé, préparé, travaillé. Est-ce que d'après tes informations, c'est un peu plus le cas cette fois-ci? Est-ce qu'il faut, par exemple, s'inquiéter d'un passage devant la DNCG ou pas? Absolument pas. Alors, pour moi, à mon sens, il y a trois énormes différences. La première, pour rassurer tout le monde, elle est financière. C'est-à-dire, quand tu es descendu, t'étais pas bien, mais tu avais un peu de liquidité. Et c'est le deuxième point, parce que tu avais 15 joueurs en fin de contrat. Oui, Tous les gros salaires, les bouts de bouse, les caseries, etc., caserie. etc. Donc, tu as fait ton banco sur 2 ans. Tu avais 2 ans pour à survivre en Ligue 2. Si au bout de la deuxième année, tu ne remontais pas le 1er juillet, ça, il faut quand même que les gens le comprennent. Tu mettais la clé sous la porte, tu avais le destin à la Girondine Bordeaux. C'est pour ça que Roland Romeillet et Bernard Cayasso n'ont pas vendu le club. Ils n'ont pas eu le choix. Il faut quand même que les gens comprennent ça. Et qu'ils ont acheté le club, les Canadiens, pour une bouchée de pain, parce qu'il y avait les encours, les déficits, plus de fonds propres, etc., etc., etc. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Ils sont très bien financièrement. S'ils veulent, ils peuvent balancer 80 ou 100 millions d'euros cet été dans le recrutement, mais ils le feront pas parce que c'est pas leur façon de procéder. Et la troisième chose aussi, c'est quand même le public. Alors merci Monsieur Rotaillot d'avoir voulu dissoudre les deux groupes de ultra de la Saint-Etienne, mais ça rappelez-vous le chaos absolu d'il y a 3 ans. Là, ça s'est fait, et on en parlait au début de l'émission, dans une espèce de résignation collective. Je sais pas comment toi tu l'as vécu dans Bah, le. c'était une C'est même question pour ça. c'était une question justement que je voulais te poser, de dire voilà, enfin, les gens sont restés extrêmement patients et derrière cette équipe par rapport à il y a 3 ans. Mais parce que, alors je veux pas, moi je ne veux pas parler à la place des gens, il faudrait en parler avec les Stéphanois, mais je pense pas me tromper en me disant que tant il y a 3 ans, tu avais des glandes parce que tu devais te maintenir bien avant, parce que le comportement de plein de joueurs agaçait Mhm. les supporters, que là, ils étaient limités, mais ils se sont battus. Et valeurs stéphanoises, ouvrières, minières, de mouiller le maillot, tu peux pas reprocher à l'ensemble des joueurs stéphanois de ne pas s'être battus. Ils sont battus avec leurs moyens trop limités. Les Mouefek, les Petro, tous ces joueurs-là, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et je pense que le public l'a très bien compris, que de toute façon, cette équipe, elle était nulle. Voilà. Saint-Etienne, il ne faut pas oublier que c'est quand même un des stades, Geoffroy Guichard, où il y a le plus gros concentré de connaisseurs de football. Je veux dire, vu l'histoire du club, vu les joueurs qu'il y a eu à la Saint-Etienne, les gens, c'est pas des touristes ou des spectateurs, c'est des supporters et c'est des amateurs de football. Moi, je suis toujours agréablement surpris quand je croise les supporters que tu discutes avec eux. Tu sens qu'ils ont une vraie connaissance du football, etc. Donc là, ils leur en veulent pas parce que parce qu'ils sont savent qu'ils ne pouvaient pas se maintenir. Donc ça va permettre de repartir de façon sur des bases quand même plutôt saines, financières, en termes de supportering, dans un contexte et un climat apaisé. Maintenant, je suis d'accord avec toi, je pense que les gens sont très dubitatifs, déçus, parce que les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé, et que l'image quand même de Kilmer, l'espèce de fol espoir qui était arrivé avec le Mhm. rachat enfin du club, qui je le rappelle n'est pas un fonds de pension, qui n'est pas un fonds d'investissement, mais c'est comme si vous ou moi on avait racheté le club, donc c'est plutôt assez rassurant. Bah ouais, l'image elle est cornée, et que moi le premier, je suis très dubitatif, je comprends pas. Et je vais même aller plus loin, je suis presque un petit peu inquiet maintenant, alors que je ne l'étais pas du tout, parce que je me dis, s'ils ont été incapables d'appréhender ce que c'était le marché des joueurs, la réalité de la Ligue 1, mais alors qu'est-ce qui va se passer en Ligue 2? Mhm. Tu dis, toi, tu t'attends à deux gros bouleversements. J'ai listé rapidement les joueurs qui étaient en fin de contrat. Donc, il y a les prêtés Pirekois, Irvine Cardona, Maxime Bernauer. Younis Abdelhamid, tu as annoncé que son option serait pas levée pour sa deuxième année. Ibrahima Wadji, Léo Petro, Ivan Masson, Louis Mouton. Je pense que j'ai oublié Masson, personne. non. Non, non. Les Masson, autres, Masson, tu te trompes, il n'est pas en fin de contrat. ok. Non, mais Masson, c'est assez incroyable. Je vais vous raconter l'histoire d'Ivan Masson. Ivan Masson, l'été dernier, il prolonge. Il tourne un pub, enfin, un petit truc, un petit film pour officialiser sa prolongation de contrat dans un restaurant.
Donc il y a tout un petit film pour annoncer ça pour l'an qui est vachement fait et tout. Entre-temps, si j'ai bonne mémoire, ils perdent à Monaco. La première journée? Ouais, ils doivent annoncer la prolongation de Masson. Et en fait, ils doivent faire un autre joueur. Donc en termes de communication, ils disent, bon, on va calmer la défaite à Monaco. Vous rappelez, il n'y avait pas de latéraux. Donc quand il n'y a pas de latéraux, on a perdu, on va faire venir un latéral. Alors ils disent, bon, on va pas annoncer Masson parce que Masson il était là. Donc on va annoncer notre joueur et puis on annonce là. Puis il joue notre match et tu le perds. Et donc du coup, la prolongation de Masson, elle tombe pas bien en termes d'annonce médiatique. Ils l'ont pas faite. Ok. Et après, ils l'ont pas fait. Et après, ils l'ont pas faite. Mais il a prolongé. Enfin bon, bref, c'est juste Bah, pour l'anecdote. juste pour finir sur le cas Masson, est-ce que toi tu as eu l'explication de pourquoi elle a été écartée sur les 2 derniers matchs alors qu'il a joué en réserve, donc c'était pas un problème physique? Parce que je pense que c'est des joueurs sur lesquels ils ne comptent pas. C'est pas des Ok. gens qui font partie du projet Kilmer. Mais pareil comme Ibrahim Sissoko, parce que maintenant, Ibrahim Sissoko, juste un truc, les amis, c'est qu'il lui reste, il est toujours sous Oui. contrat, que c'est un parfait attaquant de Ligue 2, que tu l'as expédié dans les tribunes, que tu l'as pratiquement pas fait jouer sur la seconde partie de saison. Donc ça veut dire que tu comptes pas sur lui. Mais sauf que tu es en Ligue 2. C'est le joueur parfait de Ligue 2. Donc tu vas faire comment? Tu vas le rebooster, lui dire, ah ben non, finalement, on t'a carré toute la seconde partie de saison, mais finalement, on compte sur toi pour la Ligue 2, ou pas. Il a un gros salaire, un très gros salaire. Tu vas te le très mal en Ligue 2 parce qu'il partira pas gratuitement, et puis il fera aucun cadeau au club, parce que les dirigeants n'en ont fait aucun. Donc là, il va falloir gérer le truc, hein. Ça va être compliqué, hein. Et justement, sur la constitution de l'effectif, bon, on est tous d'accord pour dire que c'était un effectif qui avait le niveau Ligue 2, mais des fois, certains joueurs, parce qu'ils ont fait une saison en Ligue 1, ne veulent pas y retourner. Est-ce que toi, tu penses qu'il y en a beaucoup qui vont rester? Je pense à Gauthier Larsonneur qui, lui, s'est positionné déjà, mais est-ce que tu penses que les autres vont rester par contrainte parce que personne ne viendra les chercher ou parce qu'ils seront d'accord pour, à l'image de ce qu'a fait Auxerre ou Lorient, de bien bosser pour essayer de remonter tout de suite? Alors, déjà, la position dogmatique, parce que c'est que des dogmes à Saint-Etienne, c'est que personne, euh, mais ils me disent bien personne, ne partira sans la volonté des dirigeants. Ok. Ce qui serait une première dans l'histoire du football, hein. Parce que quand tu as une offre et qu'un joueur, parce que Stassen, David Philippe, pour ne citer que, en auront, si tu dis, nous on a décidé que tu pars pas et que tu vas rester, on va bien rigoler, quoi. Mm. Là, on va bien rigoler. Parce que ça peut te mettre une Ça pagaille peut devant vite tout le monde. pourrir le vestiaire, ouais. Ah ben, ça peut vite partir en sucette complet. Mais bon, ils ont décidé que ça serait comme ça et pas autrement, puisqu'ils t'inventent le football. Voilà. On invente le football à Saint-Etienne. Bon, très bien. Donc ça, c'est la position dogmatique du club. Après, ils vont vouloir faire partir des joueurs, mais les joueurs ont tous des contrats et des bons contrats. Donc, il n'y a pas 36 solutions. L'été dernier, tu avais énormément de joueurs que tu voulais faire partir, c'est-à-dire tous ceux qui sont remontés en Ligue 1, les artisans. De la remontée, Montconduit, Fombas, Briançon. Personne n'est parti. Personne n'est parti, pourquoi? Parce qu'il y a des contrats. Et qu'ils ne toucheront jamais l'équivalent ailleurs. Et ils ne retrouveront jamais l'équivalent de Saint-Etienne en Ligue 2, à part à Saint-Etienne. Donc ils n'ont qu'un intérêt à partir. Donc la question qui s'était posée l'année dernière se reposera cette année. Donc qu'est-ce que tu vas faire de ces joueurs? Est-ce que tu vas dire à Fomba, tu étais trop nul pour jouer en Ligue 1, on ne voulait pas de toi. À Briançon, tu as un genou en bois, on ne veut pas de toi en Ligue 1, mais par contre, tu vas revenir en Ligue 2, tu vas redevenir notre capitaine, tu vas nous faire monter. C'est compliqué à gérer, hein. Mm. Humainement, oui, c'est pas facile, ouais. Ah ben oui, oui, moi je me mets à la place des joueurs, c'est pas facile. Surtout qu'en plus, ce sont des bons mecs, hein. Anthony Briançon, c'est un vrai capitaine. Dans le comportement, dans le leadership, dans la capacité de se mettre au service des autres et du club, etc. Mais il a été complètement négligé toute cette saison. Donc là, lui redonner son attribut et son pouvoir et sa place de capitaine, ça paraît très compliqué. Donc il va faire partir. Mais tu ne veux pas faire de chèque. Tu n'avais pas fait de chèque à Dologlio l'été dernier pour partir, tu n'en as fait aucun joueur. Donc cette année à l'intersaison, tu ne fais aucun chèque. Ils vont tous rester. Voilà. Comment tu fais avec Bouchoirie? Il lui reste encore un an de contrat. Pas 36 solutions. Soit tu le prolonges, soit tu le fais partir. Mais tu n'as plus la main. Sachant que dans 6 mois, il est libre. Donc c'est un vaste chantier. Et encore une fois, je le répète, s'ils vont nous chercher des prospects ou des profils à développer,
La Ligue 1 n'est pas un centre de formation, et la Ligue 2 encore moins. Mm. Parce que la Ligue 2, il va falloir des guerriers. Quand on va te dire, tu vas être super, tu vas aller jouer à Marseille au stade Vélodrome en novembre, c'est sympa. Tu vas aller jouer à Lens, c'est sympa. Mais là, tu vas aller jouer, avec tout le respect que j'ai pour ces clubs, tu vas aller jouer au mois de novembre à Dunkerque, à Pau, à Rodez, où ça sera la fête du village, parce que tu auras la Saint-Etienne qui va débarquer. Ça sera le match de l'année, sur des terrains qui ne sont pas les mêmes, dans des stades qui ne sont pas les mêmes, sur des stades de Ligue 2. Là, la motivation, aller maillotcher, aller au charbon, là, il faut vraiment des joueurs de Ligue 2. Il faut vraiment des joueurs de Ligue 2. Ouais. Et quand on voit la méconnaissance qu'ils avaient de la Ligue 1 et du marché de la Ligue 1, je me dis là, Alors, on en revient à ma question de tout à l'heure. Est-ce que ce scénario Ligue 2, tu as eu le temps de t'y préparer? Parce que ça fait, je crois que tu as été relégable 27 journées sur 34. Donc c'est quand même consistant. Est-ce que tu penses que ça a été un peu réfléchi, anticipé? alors je te veux te poser une question, te répondre par une autre question. Décidément, je suis très très mal élevé aujourd'hui. Vous avez expliqué que vous avez été pris de court par le retour des Verts en Ligue 1 l'année dernière, le 4 juin, enfin le 3 juin, pardon. Et c'est vrai, ça a été une énorme surprise. Très très bonne surprise. Et donc, c'était un peu pris de court. Juste calculé, entre le 4 juin, le 3 juin de la montée 2024 et le début du championnat, il s'est passé 3 mois. 3 mois. Tu vas m'expliquer qu'en 3 mois, toi, quand tu as la puissance de feu, la puissance de frappe de Kilmer, tu n'es pas capable de te retourner. Tu n'es pas capable de dire, mec, toi, tu devais aller signer là. Eh bien, écoute, finalement, tu es à Saint-Etienne. Viens, tu es dans le chaudron, tu as le public de Geoffroy Guichard, tu vas porter le maillot stéphanois. Tu vois que les mecs, et puis on a l'argent pour te payer. C'est Tu vois l'argent, que oui. les mecs. Oui, mais il y a le projet Non, non, mais aussi. aussi, ça compte. Oui, non, mais ça compte beaucoup. Donc, je veux dire, c'est pas un problème. Donc, les mecs, ils te disent, ouais, mais on n'avait pas prévu la Ligue 1. Tu rigoles ou quoi? C'est une plaisanterie. Je veux dire, tu avais 3 mois pour te retourner. Là, on est le 15 mai, juin, juillet, août. Tu as 3 mois. Donc, ça pose absolument aucun problème. Je veux dire, si tu as les compétences, si tu as la connaissance et l'expertise et tu as les finances, et là, les finances, ils les ont, ça pose aucun problème. Mais d'ailleurs, il est tellement bien anticipé que Us Family, le véritable directeur sportif de la Saint-Etienne, n'a pas pu assister au match Mm. samedi Saint-Etienne-Toulouse, puisqu'il était parti à l'autre bout du monde nous chercher le prospect qui va sauver les Verts et les ramener en Ligue 1. Ok. J'avais pas eu vent de cette explication sur son absence, mais eh ben, tiens, Voilà, voilà. tu me fais la transition. Un des reproches qui a été fait aux représentants de Kilmer, c'est qu'il n'était pas H24 à l'ETRA, en disant que bah, voilà, un patron doit être là, et notamment quand ça va pas. Et en plus, ils communiquent très peu alors qu'ils ont missionné une agence pour les aider, ce qui fait que leur action, elle est un peu illisible. Du coup, on ne sait pas trop qui fait quoi. Tu parlais tout à l'heure de plusieurs strates, mais tu as quel regard sur leur arrivée et puis sur l'enthousiasme qui a été un peu douché de ce renouveau? Moi, je mets beaucoup l'accent sur la culture, sur la culture au sens large des gens. Déjà, quand tu rencontres quelqu'un, il peut être de cultures différentes. Alors, quand je dis culture, c'est d'origine, de religion, de conviction politique, etc. Ce qui fait que il peut appréhender les choses différemment de toi. Et il faut toujours avoir moi, j'ai toujours ce souci de Mhm. différence culturelle, qui permettent des fois pas les gens de se comprendre parce qu'ils ne sont pas éduqués pareil, ils réfléchissent pas pareil. Eux, ils sont arrivés avec une structure mentale de pensée nord-américaine, anglo-saxonne. C'est-à-dire que, par exemple, à Arsenal, tu as un board, mais tu sais pas qui est le président. C'est le manager général qui fait tout. Le Arsène Wenger, quand il y avait Arsène Wenger, on ne savait pas qui était le président de Arsenal. Il n'intervenait pas dans les médias, etc., etc. En France, c'est pas du tout comme ça. En France, historiquement, et surtout à Saint-Etienne, c'est un triumvirat. Tu avais le président Roger Rocher, tu avais l'entraîneur Robert Herbin, et le recruteur, directeur sportif, conseiller football, tu appelles ça comme tu veux, Pierre Garonner. Et ça a toujours été comme ça. Et c'était toujours des triumvirats. Et à Marseille, tu avais Tapi, Goethals et Jean-Pierre Bernès, et on ne va pas tous les citer. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, eux, ils n'ont pas cette culture-là. Donc, ils pensent qu'un président doit papillonner à droite, à gauche et machin, ça pose pas de problème. Donc, la greffe culturelle, elle n'a pas prise. Du tout. Du tout.
C'est-à-dire que Ivan Gazidis, il est président de Kilmer, donc de facto président de la Saint-Etienne, mais qui incarne le pouvoir aujourd'hui à Saint-Etienne? On ne sait pas. Qui est aujourd'hui le directeur sportif? Alors, dès que tu expliques que c'est Famille, on t'explique que non. Celui qui a le poste, c'est Loïc Perrin, mais c'est pas lui qui fait le recrutement. Mais oui, c'est lui qui a fait le recrutement, puis c'est lui qui l'a validé, c'est lui qui est sur les photos. Qui gère le club? C'est Famille avec John Rosenfeld. Non, c'est Jean-François Soucas, mais il n'est plus président exécutif, il n'est plus que DG général, tu vois. Oui. À Strasbourg, quand Bloco a pris le club, ils ont laissé Marc Keller, président. Il n'est plus propriétaire, mais il est président exécutif ou délégué. C'est-à-dire qu'il y a une incarnation forte du pouvoir, une incarnation régionale du pouvoir, parce que c'est un Alsacien qui dirige un club alsacien qui était le sien. À Saint-Etienne, ils sont partis sur un modèle différent. Ouais, mais Donc, je suis d'accord avec toi, on ne comprend plus rien, quoi. oui, enfin, ce que je disais tout à l'heure, tu es quand même conseillé par une agence de communication basée en France. Et quand tu vois que la seule réaction officielle à la descente sur le site officiel du club, c'est la reprise d'une vidéo faite par DAZN. Enfin, c'est fou. Avec une erreur de traduction. Avec une erreur de traduction, j'ai récupéré ça, moi, ric-rac, dans l'article que j'ai fait, que j'ai publié lundi. C'était quand il dit c'était un contretemps. C'est un contretemps qui nous met en colère. Et ça a été publié et repris et traduit comme ça par DAZN. Et en fait, il y avait visiblement une erreur de traduction. C'était le terme anglais n'était pas le même. C'était pas contretemps, c'était échec. Donc même ça n'a pas été contrôlé, ça n'a pas été maîtrisé. Et je suis d'accord avec toi, c'est assez incompréhensible. Après, je rappelle que il y a une direction de la communication à la Saint-Etienne qui est très bien pourvue, avec un directeur de la communication, un attaché de presse, donc il y a les compétences pour communiquer et ils communiquent jamais. Et que la boîte de com dont tu fais référence, c'est une boîte parisienne qui est beaucoup plus spécialisée dans la communication de crise politique. Et moi, j'échange souvent avec eux, et tu vois il y a des, il y a des trous culturels, je reviens toujours à ça, parce qu'ils n'ont pas la culture du football, ils ne comprennent pas le football, ils ne comprennent pas la culture de comment on fonctionne, qu'on dit oui, mais là, c'est une communication de crise. Ben non, non, non. La communication d'un club de foot, c'est toujours une communication de crise. C'est quand tu perds, bah, tu es toujours en crise. Le recrutement, ça se fait pas, ben, c'est la crise. L'entraîneur, il est sur la sellette, ben, tu es en crise. Donc, il y a toujours c'est toujours une communication de crise, mais qui est très particulière, qui est particulière au sport et surtout au football. Hmm. C'est ça le truc. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a rien de contrôlé, quoi. En termes de com, là, je partage tout à fait ton. Au moins, il y a 3 ans, quand ils étaient descendus, Saint-Etienne, ils avaient, Dès la fin du descente, match. ils avaient pondu un communiqué de presse pour dire que le club allait être vendu. Bon, il a été Ce qui vendu s'est trois pas ans passé. après. Non, non, mais 3 ans après. Mais non, mais au moins, il y avait un truc pour Oui. calmer les supporters. Les supporters, encore une fois, je le répète, à Saint-Etienne, les supporters stéphanois, ils connaissent le football, ils maîtrisent le football, ils n'ont pas été dupes. Mais ils ont été proactifs. Là, il n'y a rien eu. Mhm. Donc, en termes de lisibilité, d'incarnation du pouvoir, il y a rien de plus terrible dans la vie que la vacance du pouvoir. Et Alors, ouais. non, je disais cette organisation un peu brouillonne, ou en tout cas vue de l'extérieur, dans quelle mesure elle pèse sur l'atmosphère interne, puisque dans l'article dont tu parlais, que tu as sorti lundi, tu annonces qu'il y a plusieurs, je crois que c'est 6 salariés Ouais, qui sont en ouais. burn-out. Est-ce que c'est lié à ce nouveau fonctionnement avec les nouveaux Mais je propriétaires? pense parce que comme ils sont pas là tous les jours, ils veulent, pour rien rater, que tout soit consigné par écrit. Donc, tu vas acheter une gomme, hop, il faut que tu consignes par un truc, la taille de la gomme, le machin, le truc, du nénia. Il y a quand même une grosse partie des salariés euh, qui, ont quitté le club. Donc, beaucoup qui n'avaient pas le niveau pour être à la Saint-Etienne se retrouvent dans des clubs de seconde zone. Lille champion de France, Monaco en Ligue des Champions, Nice en Ligue des Champions, etc. etc. Vous avez compris, c'était une plaisanterie. Donc il y a eu un affaiblissement du club de façon incroyable, que ce soit à la sécurité, à la communication, aux services financiers, etc., etc., juridiques, etc., etc. Donc du coup, le club, il s'est appauvri, asséché en termes d'intelligence et de matière grise, qui sont allés renforcer les clubs concurrents. Et ça, Kilmer l'a pas appréhendé, parce que quand on nous dit oui, on va déléguer, oui, tu peux le faire au Milan, tu peux le faire à Arsenal, ce sont des machines de guerre.
mais pas Saint-Étienne. Et il y a une deuxième catégorie de salariés qui appartenaient et qui étaient plutôt proches de l'ancienne direction et qui ont légitimement de quoi être inquiètes. Tous ces salariés-là ont de quoi légitimement de droit d'être inquiets. D'autant plus qu'il y a 3 ans, le triumvirat français en place avait pris le parti, ça leur a coûté beaucoup d'argent au club, de ne pas faire de plan Mhm. social. Donc aujourd'hui, tu te retrouves retour à la case départ, malheureusement en Ligue 2, avec un club qui est surdimensionné dans certains services pour les compétences que les gens ont et par la nécessité de la Ligue 2, parce que tu te retrouves en Ligue 2. Donc, oui, les gens sont inquiets. Et le fonctionnement ne te laisse pas penser que ça va rester en l'état. Donc, oui, 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 alors, j'ose espérer, vraiment, je croise les doigts qu'il n'y aura pas de plan social, mais qu'il y ait une grosse restructuration, oui. Et qu'après, il y ait une clarification du fonctionnement aussi, parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça, quoi. Donc les gens, ton patron il est là, il n'est pas là, ah là là, il est arrivé, tu vois, donc ça stresse, de tout consigner par écrit, ça stresse, et puis de faire des audits, des audits, des audits, des audits pour dire, mais je vais être mangé à quelque chose, quoi. Donc oui, ça a pas simplifié les choses. Bon, après, ce ne sont pas des tortionnaires, hein, Kilmer, hein. N'exagérons rien. Mais oui, t'as perdu la fluidité, ça c'est certain. Dernière question, puisque le temps file et il va falloir quand même que je te libère. Sur cette direction, il y a eu quelques semaines une banderole assez virulente du COP Sud envers Loïc Perrin. Est-ce que Ouais. tu as connaissance d'une raison particulière sur une cassure voilà, entre ses supporters Alors, je l'ai et trouvé, Loïc? je l'ai trouvé tellement injuste, infondée, déplacée, irrespectueuse, parce qu'on parle de Loïc Perrin. On ne parle pas d'un type lambda, on ne parle pas d'un directeur sportif qui a été parachuté de ci, de là, on parle d'un Stéphanois, d'un pur Stéphanois, du capitaine emblématique de la Saint-Étienne, et qu'à un moment, euh, si tu n'as pas la reconnaissance du cœur, il faut avoir celle du ventre. Alors quand les ultras disent qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, effectivement, je pense que Loïc Perrin ne partage pas leurs valeurs. Parce que c'est trop facile de toujours mettre sur la valeur, la morale, etc., etc. Mais au moins, tu dois le respect aux gens. Et de ce que j'ai cru comprendre, on a reproché à Loïc Perrin sa sortie un peu maladroite la semaine du derby dans un reportage où il disait que Saint-Étienne c'était un petit poussé Ok. et que voilà, donc du coup ça n'aurait pas plu aux supporters. Après, il faut leur poser la question aux ultras. Il faut leur poser la question. Mais à un moment, je suis désolé, à force de mettre le mot respect à toutes les sauces, où on l'emploie n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, on en fait n'importe quoi. Et là, je suis désolé, mais un joueur, et moi, je le dis d'autant plus librement que je ne suis pas proche de Loïc Perrin. Je pense que Loïc Perrin m'apprécie pas spécialement, mais on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des désaccords, avoir des différences culturelles, de vision avec quelqu'un, mais là-bas, c'est quand même de le respecter, quoi. Et moi, j'ai le plus grand respect pour Luc Perrin et j'ai trouvé cette banderole, comme certaines autres, absolument dégueulasse. Ok. Bah écoute, Bernard, un grand merci en tout cas pour le temps que tu nous as consacré à tous. On va continuer à suivre tes articles parce qu'il va sans doute se passer beaucoup de choses d'ici la reprise Possible qu'il y en ait de quelques-uns, ouais. l'entraînement et du championnat un peu plus tard. Toi, ça va peut-être le rythme va peut-être s'alléger. Ça sera peut-être l'occasion, pourquoi pas, de te remettre à écrire sur d'autres projets. Je me souviens que tu avais fait un roman il y a quelques mois. Est-ce que tu as des idées? Ah bah Il est là, le voilà, le dernier le vers. dernier verre. Alors, ça n'a rien à voir avec Saint-Étienne, hein, le dernier verre, mais c'est mon éditeur en exergue qui a trouvé le titre sympa. Ouais, c'est un petit clin Oui, d'œil. oui, là, je vais en profiter pour partir dans mes Alpes, me ressourcer, parce que faut que j'écluse un peu mes congés, parce que la saison a été longue. Et je vais me lancer ouais, dans l'écriture d'une autobiographie. Alors, ce sera pas celle de Jean-François Lorgos, cette fois-ci, ou de Gervais Martel, le président du RC Lens, emblématique, historique. Non, je vais accoucher une des dernières survivantes et une des dernières femmes de la French Connection. Ok. Ah oui, donc Qui, encore un autre exercice. ouais, ouais, un truc complètement différent. C'est une dame qui a connu la French. Vous savez, c'était la filière de la mafia corse Mhm. qui exportait de l'héroïne aux Aux États-Unis, États-Unis. qui a vécu dans le monde de Zampa, de Francis le Belge, qui est follement tombée amoureuse d'un des plus gros chimistes de la French
et qui a fini par être arrêtée. Elle est tombée amoureuse du juge Michel, malheureusement, vous savez, qui a été assassiné, et qui en retour lui a collé 15 ans de prison. Et elle a fait 10 ans de prison, et c'est une personne qui n'a jamais... c'est une des rares femmes qui a été condamnée de la French, et c'est une femme qui aujourd'hui a beaucoup de choses à dire. Donc je vais partir la voir, et on va sortir ce livre, je pense, en début d'année prochaine. Ok, bah c'est un excellent teaser. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, bah, merci Bernard pour le Ouais, temps que mais tu nous merci as à vous. donné. Et puis j'espère qu'ils vont remettre les choses à l'endroit, faire un bon recrutement et que les Verts remontent. On va finir sur une note sympathique. Il y a une année où Saint-Étienne a fait l'ascenseur. C'était en 62-63. Mhm. Et ils étaient descendus de façon assez incroyable. Ils n'auraient jamais dû descendre. Ils sont remontés. Et l'année d'après, qu'est-ce qui s'est Ils ont passé? gagné la Coupe de France. Non, ils ont été champions de France. Champion de France, d'accord. C'est un des rares promus de l'histoire qui a été champion de France. Bon, Donc bah écoute. attention, attention le PSG. Les Verts reviennent. Bon, bah écoute, on verra, on va croiser les doigts. Merci en tout cas à vous toutes et vous tous qui nous avez écoutés aujourd'hui. Si ça vous a plu, vous savez vous abonner, vous mettez un petit pouce. Et on se retrouve très vite pour d'autres épisodes. Ciao. Salut! Don't hold your punches, some bloody bleeding. We freaking freaks, we fucking.